Nous sommes le vendredi 17 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres encore aujourd'hui pour cette dernière journée de la semaine. J'espère que vous allez bien. Grosse journée aujourd'hui en termes d'actualité. Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour nous parler de cette rencontre aujourd'hui entre Donald Trump, le président américain, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'on apprenait hier que Donald Trump songe rapidement à rencontrer à Budapest encore une fois son homologue russe Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va voir ça, mais on va suivre les développements aujourd'hui de cette rencontre importante, donc, entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Autrement, on parle beaucoup d'actualité médicale ces jours-ci, surtout ces tensions entre Québec et les deux fédérations de médecins, les spécialistes et les omnipraticiens, mais il y a aussi des tensions entre un groupe de médecins et le Collège des médecins, l'ordre professionnel. Il y a des membres aujourd'hui qui vont chercher à destituer leur président. Ils sont plus de 2500 médecins qui vont se réunir aujourd'hui et on va voir l'issue de ce vote, mais ce sera à surveiller au cours de la journée d'aujourd'hui. Olivier et Véronique sont à mes côtés à cette heure-ci. Bonjour à vous deux. Bonjour, Mathieu. Alors, Véronique, d'abord, mon Dieu, cette pluie tant attendue s'en vient. Mais pas avant la fin de semaine. Non, après la fin de semaine. Après. C'est vraiment, c'est bien comme ça. Première moitié d'automne, du temps très sec, 2 à 3 fois moins de pluie pour l'ensemble des régions. Bon, est-ce qu'on ira rattraper tout ce qu'on a besoin dans la prochaine semaine? Non. Mais disons que c'est un début quand même. On a plusieurs systèmes qui vont se succéder et ça commencera la semaine prochaine avec des conditions un petit peu plus maussades. Deuxième portion d'automne qui promet d'être plus active aussi côté système météo, principalement en novembre. Donc, ce sera surveillé. Mais sinon, je vous reparle tantôt des derniers soubresauts de l'été. Ça, c'est de ce week-end. L'été? De l'été, vous avez bien entendu. Rien de moins pour la fin de semaine. OK, on se reparle dans les prochaines minutes. À nouveau à Caulfield. En croisé avec Matheson. Caulfield vers Suzuki. Occasion incroyable ratée. Pas possible. Ça fait 5 jeux parfaitement préparés en prolongation. Il reste un peu de temps. Bon, Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, finalement, Cole Caulfield l'a trouvé, le fond du filet. On l'entendait là, en fondu à la toute fin de l'extrait. Oui. Cole Caulfield, donc, qui offre, encore une fois, la victoire aux Canadiens en prolongation. Dans un deuxième match consécutif pour Cole Caulfield et un deuxième match de 2 buts pour Caulfield qui a marqué non seulement le but égalisateur en fin de troisième période pour forcer la prolongation, mais c'est lui qui a marqué avec 3 secondes à faire à la prolongation ce but gagnant, une victoire de 3-2 face aux Prédateurs hier dans un match qui a été compliqué, c'était pas facile, plusieurs jeux brisés, le Canadien qui n'arrivait pas nécessairement à mettre des tirs au filet et lorsque c'est venu par la suite d'être capable d'enfiler l'aiguille et de pouvoir marquer. Et on s'est attardé jusqu'à la fin de cette rencontre, mais vraiment, quel moment extraordinaire. En fin de troisième période, déjà, cette prolongation inestimée ou inespérée, je devrais dire, par les partisans, puis ce but qui est venu en prolongation. Cole Caulfield qui était bien placé devant le filet, qui a marqué dans la lucarne, donc au-dessus de l'épaule de José Saros à droite. Il aime ça tirer là. Il aime ça tirer là. Il y a ce qu'il faut pour tirer là. Et rapidement, surtout parce qu'il restait plus de temps au tableau ou presque. Et Nick Suzuki qui a ramené ça devant le filet, a décoché très rapidement. Et après ça, il s'est dirigé vers Jacob Deberche parce qu'il a réalisé un arrêt important lors de cette prolongation avant de permettre justement ce but gagnant. Puis il y a aussi Lane Hudson en fin de troisième période qui s'est transformé en gardien de but pour bloquer le tir de Jonathan Marchessault dans un filet désert. Jacob Deberche était au banc pour justement ajouter un joueur à la formation du Canadien. Et là, Lane Hudson bloque le tir, relance le jeu. C'est Cole Caulfield qui marque à la droite de José Saros. Donc vraiment une belle soirée, encore une fois, pour le Canadien de Montréal au Centre Bell. 4e victoire consécutive. Et ça se poursuit demain. Mais qui arrêtera le Canadien? En tout cas, il faudra jouer 60 minutes. Ça, c'est le message qu'on envoie parce que le Canadien n'abandonnera pas. C'est peut-être l'apprentissage qu'on peut tirer de ce début de saison du Canadien. Un bon match de hockey, un match excitant. Oui. Maintenant, aussi, pas mal d'excitation au baseball. A well-hit ball to right field, going to backhand zone. It's gone! He did it again!
Jiménez l'a fait encore une fois et les Blue Jays de Toronto ont nivelé cette série face aux Seattle. Face aux Mariners. Aux Mariners, effectivement. Ça, on s'y attendait pas. Effectivement, c'est Andrés Jiménez qui a frappé encore une fois un coup de circuit de 2 points pour lancer les Blue Jays de Toronto. Et tout ça en troisième manche où on avait besoin de points et ça s'est lancé effectivement pour les Blue Jays qui sont allés chercher une autre victoire étincelante, une victoire de 8-2 contre les Mariners. Et là, on nivelle la marque. C'est 2-2. Donc, c'est une toute nouvelle série 2-3 maintenant parce que il reste 3 matchs à cette série. Les deux équipes sont à égalité. Ça reprendra ce soir, d'ailleurs, à 18h. Il faut mentionner le travail aussi de Max Scherzer hier qui a été exceptionnel à 41 ans. Il a vraiment montré ce pourquoi il a été acquis par les Blue Jays de Toronto et pourquoi c'est un ancien détenteur du trophée Cy Young. Ouais. Donc, ça reprend ce soir à 18h pour ce match numéro 5. Puis les Dodgers, eux, hier, ont fait 3-0. Donc, mènent la série 3-0 de leur côté face aux Brewers de Milwaukee et pourraient passer le coup de balai ce soir parce que leur match numéro 4, c'est à 20h30 à Los Angeles, devant leur foule. Les détenteurs du titre, c'est les Dodgers de Los Angeles. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Alors, vous nous parliez de soubresaut de l'été. J'ai un peu de misère à y croire pour la fin de semaine. Bien, disons qu'on ne parle pas de la barre des 30 degrés, mais même. Celle des 20. Ah oui. 21-22, possible. Les régions les plus près de la frontière avec l'Ontario, la frontière américaine, peut-être un 25 dimanche. Quand même. Alors, il faut en profiter. D'ici là, c'est une autre belle journée, mais à l'image de celle d'hier. Les vents en moins, c'est un petit peu venteux hier après-midi. Ce sera moins aujourd'hui. On parle de 12 à 14 degrés pour le sud du Québec, donc Montréal, l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec. Secteur de l'Outaouais, sous un soleil dominant. Les nuages commenceront à entrer cependant la nuit prochaine. On a des températures qui resteront autour de 6 pour Montréal et l'Outaouais, mais ça descendra près de 0, légèrement en dessous, secteur montagneux. Demain, samedi, variable ou plutôt nuageux. Faible probabilité d'averse pour l'Outaouais et les Laurentides. En après-midi, on a 30 %. Les températures remontent un peu, 13 à 15 jusqu'à 17 en Outaouais. Et dimanche, ce sera plus doux, plus ensoleillé, mais plus venteux. Quand vous allez avoir les vents du sud, sud-est dimanche, là, c'est du 30-50 km/h en après-midi. Donc, c'est quand même un vent chaud, mais qui fera grimper les températures. C'est du 18 à 21 degrés, peut-être jusqu'à 22 degrés possible dans la région de Montréal. Et c'est derrière tout ça qu'on aura les averses au cours de la journée de lundi. Début de semaine qui sera assez gris dans l'ensemble. On change de teinte, le côté ciel, la semaine prochaine. D'ici là, c'est déjà le cas du côté de l'Abitibi. Le ciel est nuageux. Les averses commenceront cet après-midi. Une douzaine de degrés aujourd'hui. La fin de semaine sera pluvieuse de ce côté, les gens de l'Abitibi, mais c'est à peu près le seul endroit parce que dès qu'on arrive vers l'est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, il y a encore des nuages qui se traînent les pieds en Gaspésie, Côte-Nord aujourd'hui. 10-12 degrés, beau temps pour le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay, le Lac-Saint-Jean également, mais la fin de semaine sera agréable pour tout l'est du Québec. Température un petit peu à la hausse dimanche, on parle de 15 à 17, c'est plus du 12 à 14 pour la journée de samedi. En territoire ontarien, on a justement des averses sur la portion nord. Ça s'ennuage vers Toronto cet après-midi. C'est déjà nuageux Windsor. Ottawa, ça se passera sous le soleil, 13-14 degrés jusqu'à 19 du côté de Windsor. Les averses cesseront à Vancouver. Ça devient variable autour de 13. Et le beau temps se poursuit. Edmonton, ciel variable aujourd'hui. Ça va s'ennuager vers Calgary. On peut avoir quelques averses en fin de journée. C'est du 9 à 11 degrés. 11 également pour le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Dégagement vers Regina et quelques averses dès ce matin dans le secteur de Winnipeg. Mais le week-end sera beau et saisonnier dans l'Ouest canadien également. Bon, on va profiter de cette belle fin de semaine en attendant la pluie dont on a bien besoin. Exactement. Merci, en début de semaine prochaine. Oui, bonne fin de semaine, bonne journée. À la une des différents quotidiens, en commençant par la Presse Plus de ce matin, on titre « Le préfet qui gagne plus que le maire de Québec ». C'est le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Un préfet, lit-on, payé largement plus que ses pairs, des maires qui ont avantage à multiplier les comités. Un salaire établi par les propres membres du conseil de la MRC. Dans Vaudreuil-Soulanges, la rémunération des élus est une source de discorde. Donc, on est à l'ouest de Montréal, mais des experts appellent à la nuance. Donc, il est question
question de ce maire de Rivière-Baudette, qui est une toute petite municipalité à l'ouest donc de l'île de Montréal, 2700 habitants, mais son maire gagne plus que le maire de Québec, écrit la journaliste Lila Dussault. Donc, une enquête menée par la presse qui démontre effectivement que ce maire, qui s'appelle Patrick Boussez, touche 203 282 $ parce que, en fait, oui, c'est une petite municipalité, mais il est aussi préfet de la municipalité régionale de comté, de la MRC, et grâce à cette rémunération, il réussit donc à avoir un salaire annuel de plus de 200 000 $ simplement pour la MRC. C'est plus de 151 000 $ qui lui est versé. Donc, on fait le tour, effectivement, de cette rémunération des élus et on a parlé à des experts. Est-ce qu'il faudrait une réforme? Est-ce qu'il faudrait mieux encadrer ces élus qui, en siégeant sur plusieurs comités, réussissent à gonfler leur rémunération? Il y a du pour, il y a du contre. Il y a des experts dans la presse questionnés. C'est le cas de la professeure à l'Université du Québec à Montréal, Danielle Pilette, qui dit, en même temps, mieux est le salaire, plus on professionnalise la fonction d'élu et un maire d'une petite municipalité n'est pas obligé de cumuler, par exemple, 2 emplois pour faire son travail. D'autres qui estiment que ça va prendre davantage de barème pour encadrer le salaire des maires. C'est le cas de Rémi Trudel, professeur à l'École nationale d'administration publique, qui est interviewé dans ce reportage de la presse. Donc, c'est ce qui fait la une de la presse de ce matin, qui nous parle également, et je le disais au début de l'émission, de cette crise dans le milieu médical. On parle de la rémunération des médecins de Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec, qui garde le cap malgré l'impasse dans les négociations et avec les spécialistes et avec les omnipraticiens. Et il y aura aujourd'hui cette assemblée des membres du Collège des médecins pour effectivement certains cherchent à destituer leur président, le docteur Mauril Gaudreault, étant donné donc des propos qui étaient contestés par certains médecins au sein de l'ordre professionnel. Ce sera bien sûr à suivre aujourd'hui. En une du Devoir, on commence. Il y aura certainement plusieurs articles au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On approche cet anniversaire, ce 30e anniversaire du référendum de 1995, et le Devoir titre « L'effet papillon d'un Québec indépendant ». Essentiellement, l'article porte sur ce qui aurait pu se passer si le oui l'avait emporté en 1995. Si le oui l'avait emporté de justesse. On peut lire dans l'article « Une mince victoire de la coalition souverainiste aurait néanmoins posé problème, selon l'historien Éric Bédard. Si, par exemple, le oui l'avait gagné à 50,4 %, on aurait pu dire que la question n'était pas claire. Le seuil des 52 % d'appui aurait été nécessaire pour atteindre la zone de confort. Là, on peut dire que c'est une majorité réelle. Donc, vous pouvez lire cet article sur ce qui serait arrivé si le oui l'avait emporté ce soir d'octobre 1995. Et le Devoir, c'est également assis avec Craig Sauvé, candidat à la mairie de Montréal pour le parti Transition Montréal, qui promet de brasser la cage au nom de Montréal. Donc, il va de ses idées en une du Devoir. C'est à lire ce matin. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec nous parle de ces fraudeurs d'aînés qui ont été trouvés coupables. Ces crapules volaient des aînés, peut-on lire. Le juge impose qu'ils remboursent d'abord leurs victimes américaines avant de recevoir leur peine. On explique essentiellement dans l'article que ces criminels fonctionnaient véritablement comme un centre d'appel. Donc, on appelait les gens à la maison pour leur soutirer de l'argent. La juge Éliane B. Perrault a qualifié le crime de crapuleux entre mai 2019 et mars 2021. Donc, il y avait véritablement ces centres d'appel où on travaillait du lundi au vendredi, 2 jours, et où on allait chercher de l'argent. On appelait les gens en leur disant qu'un des proches était en prison, qu'il fallait payer une caution. On mettait beaucoup de pression chez des aînés américains pour que ces gens-là puissent donner de l'argent à ces criminels. Donc, ils devront, eux, rembourser près de 200 000 $ à leurs victimes. C'est à lire en une du Journal de Montréal de ce matin.
Alors, après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Donald Trump met des efforts pour en arriver à la fin de cette guerre en Ukraine. Il reçoit aujourd'hui donc le président Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Jean-Philippe Robillard est avec nous pour faire le point là-dessus. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, le président américain qui a aussi annoncé la tenue d'un deuxième sommet un peu plus tard dans les prochaines semaines avec le président russe Vladimir Poutine. Oui, un sommet qui devrait plutôt avoir lieu d'ici 2 semaines à Budapest, en Hongrie. Les deux hommes, Mathieu, qui se sont parlé hier au téléphone, ils ont eu un long entretien. Il semble-t-il que ça a duré plus de 2 heures, selon certaines agences de presse. Un entretien que Donald Trump a qualifié de productif. Et c'est lors de cette conversation téléphonique-là que les deux hommes ont convenu de se revoir et d'organiser ce sommet-là à Budapest, pour tenter éventuellement de mettre fin à la guerre en Ukraine. On écoute le président américain Donald Trump. C'était un appel très productif, mais on a un problème. Poutine et Zelensky ne s'entendent vraiment pas. On ne peut pas avoir de rencontres tous ensemble, alors je les rencontre séparément. Ils sont séparés, mais égaux. Ils ont une relation terrible, mais bon, c'est comme ça. Et c'est Vladimir Poutine qui aurait provoqué cette rencontre-là en appelant son homologue américain, le président russe, qui aurait profité de ce coup de fil, de cette conversation téléphonique pour avertir le président américain Donald Trump qu'une livraison de missiles à l'Ukraine, ça nuirait considérablement aux relations entre aux deux pays et ça nuirait également à un éventuel règlement du conflit en Ukraine. Je vous rappelle que lors de leur dernier sommet, c'était en août, en Alaska, ça s'était conclu, on s'en souvient, sans perspective concrète de paix. Oui, et depuis, il y a eu des attaques massives de drones, de missiles également envoyés de la Russie vers l'Ukraine, notamment dans la capitale Kiev. À quoi on peut s'attendre donc de cette rencontre aujourd'hui entre Donald Trump et le président ukrainien? Oui, c'est la 3e fois que Volodymyr Zelensky se rend à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, depuis que Donald Trump est de retour au pouvoir. On se souvient, Mathieu, de la première rencontre qui n'avait pas été très, très facile pour le président ukrainien. La deuxième rencontre, ça avait été beaucoup plus cordial. Les experts, ils s'attendent à ce que Volodymyr Zelensky demande des missiles longue portée Tomahawk pour augmenter sa force de frappe. Alors, on comprend mieux peut-être maintenant cette idée, cet appel donc de Vladimir Poutine là, au président américain. Donc, avec ces missiles-là, ça permettrait à l'Ukraine de pouvoir atteindre le territoire russe. Mais déjà hier, Donald Trump, le président américain, s'est montré prudent à ce sujet-là. Il a dit qu'il ne voulait pas appauvrir les réserves de son pays, que les États-Unis ont besoin, eux, également, de ces missiles-là et qu'il ne sait pas ce qu'il va faire ou ce qu'il peut faire pour le moment. Là. Ce sera à suivre aujourd'hui ces développements et cette rencontre à la Maison-Blanche entre les deux hommes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors que Donald Trump, on le disait avec Jean-Philippe, s'apprête dans les prochains jours à rencontrer encore une fois son homologue russe. Ça va être à Budapest. Il y a de la nervosité qui grandit en Europe. On a vu ces dizaines de drones russes survoler à répétition le territoire européen. Et il y a également un désintérêt de la défense du continent manifesté par le président américain Donald Trump. Donc, si vous voulez, l'Europe doit prendre les bouchées doubles en matière de défense. On a entendu beaucoup parler d'investissement là aussi en défense. Alexandra Chatzka est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors justement, on vous parle alors que vous êtes en Allemagne, pays le plus riche, le plus peuplé de l'Europe, qui a du mal à faire face à toute cette situation. Oui, et l'Allemagne, il faut le dire, est particulièrement visée, Mathieu. Vous souvenez, au cours des dernières semaines, des dizaines de drones russes ont survolé le territoire allemand comme le territoire d'autres pays européens, mais particulièrement l'Allemagne. Ils ont volé au-dessus des bases militaires, au-dessus, par exemple, des bases militaires où des soldats ukrainiens s'entraînent à opérer les batteries patriotes antimissiles. Aussi, des transports d'armes et d'équipements pour l'Ukraine sont surveillés par des drones russes au-dessus du territoire allemand. L'aéroport de Munich a dû fermer 2 fois il y a 2 semaines ces opérations à cause d'un nombre incroyable de drones au-dessus de son territoire. Et ça dure comme ça depuis des mois. Et les Allemands continuent à discuter s'ils devraient descendre ou brouiller ces drones et surtout
qui peut le faire? Parce que la Constitution allemande interdit à l'armée allemande, la Bundeswehr, d'intervenir à l'intérieur du pays. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. C'est du ressort de la police, mais la police, elle, n'est pas équipée et n'est pas entraînée pour ça. Alors, comme vous pouvez on peut le penser, c'est vraiment le poids de l'histoire qui pèse ici. Après la capitulation de l'Allemagne en 1945, le pays n'avait pas le droit d'avoir d'armée. Et les Allemands sont devenus très antimilitaristes. C'est vraiment le spectre de l'armée nazie et de ses acolytes qui ont commis des atrocités pendant la Deuxième Guerre et qui a longtemps plané sur le pays. Et l'armée allemande celle qu'on connaît aujourd'hui, n'a vu le jour qu'en 1955 face à l'intensification de la guerre froide. Donc, c'est tout un poids, ça. Oui, c'est ça. Et c'est une armée, donc, relativement jeune et récente. Cette nouvelle armée allemande, vous le disiez, qui a vu le jour en 1955 dans sa forme actuelle. Et il semble qu'actuellement, les effectifs soient insuffisants pour faire face aux besoins croissants de défense. Mais exactement. Alors aujourd'hui, l'armée allemande compte 180 000 hommes et le commandement de l'armée considère qu'elle devrait très rapidement monter à 260 000 hommes face aux menaces dont on parlait tout à l'heure et à moyen terme à 460 000 hommes. On est à 180 000. Alors, il y a de l'ouvrage devant le commandement de l'armée allemande. Alors, comme vous avez mentionné, c'est quand même la première puissance européenne, c'est le pays le plus riche, le plus peuplé d'Europe, donc il doit avoir une armée importante. Mais les jeunes Allemands sont pas très chauds à l'idée de s'engager, ils n'ont pas été élevés dans cet esprit, c'est pas très glorieux d'être soldat, d'être dans l'armée, et les salaires sont pas très élevés non plus. Et même s'il faut admettre qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu quand même un bond dans l'enrôlement volontaire dans l'armée, 20% de plus par année à cause de la guerre en Ukraine. Mais c'est quand même pas suffisant. Alors, la solution, service militaire obligatoire, on n'en est pas là, même s'il y a déjà 10 pays en Europe qui ont un service obligatoire militaire. En Allemagne, on n'est pas prêt à ça encore. Et la coalition au pouvoir a inventé une nouvelle méthode, une sorte de loterie pour des jeunes qui arrivent à l'âge de 18 ans. Ah oui, comment ça fonctionnerait, ça? Alors ça fonctionnerait à partir de janvier 2026, à son 18e anniversaire, chaque jeune Allemand, homme et femme, recevrait un questionnaire sur ses aspirations, ses motivations, sa disponibilité à servir dans l'armée. Et ils ont l'obligation de répondre à ce questionnaire, les hommes, pas les femmes, et on convoquera ensuite une partie tirée au sort à un entretien, un examen médical, et ceux qui se qualifient, on leur offrira de rejoindre l'armée. Et si cela ne suffit pas, eh bien, on va les obliger à rejoindre l'armée. Donc, c'est une sorte de loterie obligatoire, plus ou moins. Alors, il y avait la discussion là-dessus qui a commencé au Parlement allemand hier. Il y a beaucoup d'opposition, des partis de gauche, les Verts s'opposent à ça. Au sein même de la coalition au pouvoir, certains ne sont pas d'accord. Mais comme Friedrich Merz, le chancelier allemand, l'a déclaré il y a peu, la Russie est et restera pour longtemps la plus grande menace à la liberté, la paix et la stabilité en Europe. Et l'Allemagne veut tout faire pour prendre ses paroles au sérieux. Alexandra Chatzka, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes.